Si je note, alors peut-être que je me trompe, mais si je note dans le discours de M. Belkhiyat une certaine concentration et un focus sur les multinationales, je note dans le discours de M. Cherif Alami une diversification dans les cibles. Si je note aussi une intégration des différents niveaux de la chaîne de valeur au niveau de Dislog pour une plus grande proximité chez le client, je note le même courant finalement chez M. Cherif Alami en termes d'intégration et de plus en plus proche à la fois des clients, mais aussi des voyagistes, mais aussi des tours opérateurs, mais finalement de tout le monde. Alors, votre stratégie est plutôt claire, semblable dans certains points, différente dans d'autres. Le groupe Accor, finalement, Monsieur Naji, comment gérer au quotidien 11 000 collaborateurs, puisque je rappelle que vous êtes VP, là encore, de ressources humaines Afrique et Océan Indien. Déjà que dans une start-up, au niveau du capital humain, quand on a 5 collaborateurs, on les gère difficilement. Comment on fait avec 11 000 de différentes nationalités? On prie Dieu chaque matin. Non, c'était une boutade. Non, en fait, il y a plusieurs dimensions. Aujourd'hui, on est présent dans à peu près une quinzaine de pays. Et aujourd'hui, nous commençons à atteindre vraiment une taille critique, puisque c'est à peu près une centaine d'hôtels. Et avec des projets nouveaux qui arrivent, et notre ambition est de les doubler sur les 3-4 prochaines années. Donc d'arriver à 200. Alors, il y a deux manières de le voir. Il y a où c'est se dire c'est effectivement très très compliqué, parce que moi il m'arrive souvent de me réveiller au Sénégal, de prendre le café au Cameroun, d'effectivement à 2h de l'après-midi d'être à l'île Maurice et de finir à Tanger. Donc, où on le vit de manière compliquée, ou alors on se dit il y a un moment un lien commun. Ce lien commun va se diviser lui-même en plusieurs paramètres. Moi, je suis quelqu'un qui essaye d'éviter justement l'interculturel, la compréhension profonde. Nous sommes dans un groupe avec des marques qui ont leur notoriété, avec des hommes et des femmes qui ont fait ces marques-là, et une satisfaction client. Aujourd'hui, vraiment, l'un de nos plus gros moteurs, c'est vraiment le lien qui nous lie tous ensemble à travers tous ces pays dans cette hôtellerie qui est l'hôtellerie moderne, c'est d'abord la satisfaction client. D'abord, ça c'est le premier point. On peut être marocain, sénégalais, camerounais, ivoirien. Est-ce que le client du groupe Accor, dans nos hôtels, où il soit, est-il satisfait déjà dans la région? C'est le premier débat. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est très 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 important chez nous. Est-ce qu'il est satisfait? À partir de là, on commence vraiment un travail de se dire, c'est quoi aussi le dénominateur commun? C'est aussi, il y a cette satisfaction client, il y a aussi la qualité au sein de nos hôtels, il y a aussi la performance, parce que c'est quand même une entreprise, c'est pas, nous sommes une entreprise, donc les performances financières sont aussi très très importantes. Et à partir de là, moi je reste sur ce débat et on va le limiter là-dessus. Écoutez, ça c'est vraiment l'expérience client, la qualité et la performance financière. Ça, d'une part, tout le monde s'y retrouve. Là, vous êtes à Dakar, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Casablanca. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Et effectivement, et quand on est régional, il est important de transcender justement le pays. Et de ne plus rester avec mon expérience. Écoutez, moi, à Casablanca, dire ça à quelqu'un qui travaille à Douala, ça ne lui dit rien. Dire ça à quelqu'un qui travaille à Paris, ça ne lui dit rien non plus. Donc, il faut sortir même de son expérience personnelle. Voilà. Il y a ça. Après, il y a un dénominateur commun que vous devez recréer, parce qu'il y a aussi le capital humain doit se retrouver quelque part. Alors nous, on a eu un avantage, mais qui est absolument pas lié à moi, c'est vraiment historique dans le groupe. Le groupe s'est toujours voulu, comment vous dire, de la promotion interne. C'est vraiment ça. Si on devait résumer le groupe Accor, il n'a jamais voulu s'attacher à, on va dire, à aller chercher des recrutements, puis les gens partent, puis les gens rentrent, puis les gens... En termes de ressources humaines, on a toujours été très stable.
très très stable. Et surtout, tous ceux qui dirigent aujourd'hui nos hôtels ont tous commencé au bas de l'échelle. Et je crois que ce n'est pas M. Chlif Al-Alami qui les connaît tous très 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 bien, ne pourra me contredire. Donc ça, moi je trouve d'abord, c'est quelque chose de fantastique. Et aujourd'hui, le tourisme, et là je vais revenir à ce que vous aviez dit, Sila Al-Alami, aujourd'hui, le tourisme est l'un des seuls secteurs pour un jeune, d'ailleurs qui peut être diplômé ou à moitié diplômé ou presque diplômé ou pas diplômé, qui peut lui permettre effectivement de briller, d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment l'un des seuls. J'en ai fait plusieurs. Et aujourd'hui, le tourisme est un des secteurs qui peut permettre à quelqu'un qui a eu le brevet ou qui a un niveau bac de devenir, à force de persévérance et de travail, parce que là, il y a beaucoup de travail derrière, de devenir demain directeur général d'un hôtel ou plus. Ce qui, dans des entreprises, on va dire, encore plus complexes, peut être difficile. Donc nous, c'est la été de la promotion interne, et tout le monde débarre en bas, et tout le monde peut finir en haut. D'accord ? Beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, et une reconnaissance qui était vraiment basée, comment vous dire, on est resté très traditionnel là-dessus. Une reconnaissance qui se base sur l'attachement à la marque, sur l'attachement à l'hôtel. C'est une famille. Et c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui paye, puisque le groupe Accor, aujourd'hui, quand vous faites son historique, c'est un groupe qui s'est toujours finalement bien porté, qui est toujours resté correct, bien stable. Aujourd'hui, je pense que si vous avez vu la presse, le groupe vient d'acquérir une chaîne nord-américaine. Donc, il y a une vraie croissance. Mais pour moi, vraiment, je reviens à la question qu'a posée Madame Lahlou. C'est comment on fait pour gérer 11 000. C'est vraiment un dénominateur commun et ne pas chercher à analyser l'autre. Si vraiment je devais ne pas chercher à l'analyser, ni à essayer de comprendre les méandres de sa réflexion. Nous avons des principes communs. Restons sur ces principes communs qui sont compréhensibles par tous, avec une lecture écrite et bien stable de ce qui doit être compris. Et à partir de là, on va gagner ensemble. Et une fois qu'on gagne ensemble, on repartage les choses ensemble. Moi, c'était ça un peu ma vision au quotidien de la chose. Et ça fonctionne. Monsieur Nagy, on note bien cette histoire effectivement de promotion interne. Vous êtes sans doute une exception dans le groupe Accor, puisqu'on sait que vous ne venez pas de l'interne. Il en faut bien une. Hein. Il en faut, c'est l'exception qui confirme la règle. Là encore un autre dicton. Pour la partie formation du capital humain, je reviens rapidement là-dessus parce qu'elle me semble importante. Vous avez très bien dit que et c'est une surprise honnêtement pour moi parce que étant donné la pression, on entend plus parler de turnover que de fidélisation des salariés dans le domaine de l'hôtellerie, mais pourquoi pas, certainement là aussi le groupe Accor doit être une exception. C'est quand même rassurant de revenir vers le même hôtel ou dans certaines chaînes en tant que client et retrouver les mêmes personnes. Ça doit faire partie du service. En tant que formation, pouvez-vous nous dire un bref mot là-dessus, la formation dans le capital humain? Alors ça, c'est pour vous dire que c'est compris dans nos évaluations de fin d'année. Hein. C'est à tel point important qu'il est aujourd'hui quasiment obligatoire qu'on ait au minimum 3 jours de formation par an par collaborateur. Ça, c'est vraiment le standard minimum. À côté de ça, moi, sur la région, j'ai une académie qui est déjà mise en place, qui travaille déjà depuis quelques années, avec ses formateurs, qu'ils soient d'ailleurs internes ou externes, et tout un système est mis en place avec des gros budgets pour permettre justement qu'à minima, ces 3 jours de formation soient assurés pour chaque collaborateur. Donc imaginez très vite, en fait, vous faites 11 000 fois 3, ça fait déjà 33 000 jours de formation par an. Hein. À côté de ça, on doit accompagner, vous avez parlé aussi de big data. Aujourd'hui, le groupe a misé pratiquement 200 millions d'euros sur le digital. Donc un investissement très très lourd et c'est un virage aussi à 360. Et là qu'on fait prendre à tout le monde, hein,
que ce soit dans nos services de réservation, dans nos hôtels. C'est un virage qui doit se prendre très très vite, sinon on sort de la course. Là, c'est une question de survie. Hein. Les hôtels, les murs ne serviront à rien si notre groupe ne prend pas ce virage-là. Hein. Donc le virage du digital est très important. Il fait aujourd'hui partie, ça va être le gros de nos budgets formation. Hein. C'est vraiment là-dedans. Bon à savoir pour les cabinets de formation. Alors, on va passer dans quelques instants aux questions du public. Avant ça, pour boucler la boucle, Joël Elingan, vous souhaitez parler du capital humain, ou en tout cas de cette orientation sud des entreprises marocaines et du recrutement sud-sud, plutôt nord vers le sud? Je pense que beaucoup de choses ont été dites ce soir. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour synthétiser mon propos, et dans l'aspect relations sud-sud, la tendance très clairement pour la plupart des entreprises marocaines qui opèrent au sud, c'est d'avoir des équipes plutôt multiculturelles, qui tiennent compte des spécificités pays et qui intègrent un certain nombre de managers africains au sein de leur direction générale. L'objectif étant d'avoir une meilleure compréhension des environnements, des spécificités pays. Et je pense que c'est une des principales tendances qu'on remarque aujourd'hui sur le plan capital humain. Voilà, donc pour compléter ce qui a été dit aujourd'hui. Très bien. Je vous partage aussi avec le public une anecdote qu'on échangeait, je dirais pas avec qui, des intervenants, bien évidemment. On disait un peu plus tôt qu'il était sans doute plus difficile d'être un Fessi qui fait des affaires dans le sud à Sousse qu'un Marocain qui fait des affaires en Afrique. Parce que là encore, des fois, les spécificités culturelles dans nos pays sont également à tenir en compte et à ne pas passer rapidement dessus. C'est pas parce qu'on est Marocain qu'on fait des affaires plus facilement dans différentes régions du Maroc. Je ferme la parenthèse. La parole est à vous. Nous prendrons un groupe de questions à chaque fois, 2-3 questions. S'il vous plaît, essayez de vous présenter en bref et de poser également votre question. Choisir l'intervenant ou les intervenants que vous souhaiteriez y répondre à votre question. Je vous remercie. On a une main levée, 2 sur le propre. Allez-y, et 3. Micro pour monsieur, merci. Je suis professeur Abdellaoui, je suis retraité de Procter & Gamble. Premièrement, une chose que peut-être tout le monde ne connaît pas sur Moussib El Khayat, à qui j'adresse cette question. Moussib El Khayat, c'est un leader patriotique. Et le leadership patriotique, ça, c'est qui manque beaucoup plus dans la plupart des entrepreneurs en général. Et en tant que formateur maintenant en entrepreneuriat, ce que je proposerais à ces jeunes lauréats, c'est d'abord d'écouter et essayer d'entrer dans vos maisons en levant vos souliers. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la modestie d'abord et l'écoute, et vous entrez avec les mains propres et les pieds propres. Deuxième point, je voudrais poser la question à c'est Moussib El Khayat que j'ai connu il y a 9 ans, et il y a une chose en lui, c'est qu'il think global and act local. Ça, c'est très important. Et quelle serait la position des jeunes entrepreneurs face aux grandes multinationales, et comment est-ce qu'elles pourraient avoir place? Est-ce que vous allez pouvoir les aider? Et surtout, est-ce que vous allez leur ouvrir les portes pour pouvoir s'intégrer dans l'entrepreneuriat? Et en plus de cela, les jeunes entrepreneurs, j'aimerais bien partager avec vous une théorie que j'ai créée moi-même, c'est Anafin. Cette théorie-là, elle est très importante. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Cette théorie-là que j'ai créée, ça a donné un bon résultat pour 15 entreprises que j'ai créées l'année dernière avec l'INSEM et l'INSET, et qui a donné de très bons résultats. Après avoir
préparé, c'est la mentalité de mindset, l'aqliya, c'est entrepreneurial. Et deuxième point, après avoir établi un business plan en français et un financial plan en français, et je leur ai enseigné l'anglais pour pouvoir faire la présentation en anglais devant les Américains. Et ça, c'est très important. Je pourrais toujours contribuer avec vous et bénévolement. Moi, je n'ai aucun problème. Merci beaucoup pour votre question. Donc, première question, je vous remercie et félicite pour votre initiative. Nous allons prendre la deuxième question. Ici, micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Je vous félicite pour votre intervention. Bon, ma question, je me présente. Yaboudi Mustafa, je suis responsable marketing dans un établissement d'enseignement supérieur. Ma question est destinée à M. Athman Cherif Al-Alami. Est-ce que le tourisme islamique, on peut le trouver en Tunisie, en Turquie, ne vous a pas interpellé? Est-ce que vous ne pouvez pas le considérer comme une niche? Et merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons prendre une troisième question et laisser le temps de parole à nos panélistes. Jawad Kardoudi, je suis président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Et ma question s'adresse à M. Cherif Alami, que je pour son dynamisme qu'on perçoit à partir de son discours. Alors, M. Alami, vous avez parlé de la vision 2010, mais vous n'avez pas mentionné la vision 2020. Alors, je voudrais, en tant qu'expert, que vous nous disiez quelle évaluation faites-vous de cette vision 2020 qui, paraît-il, moi je ne suis pas un expert en tourisme, bat un petit peu des ailes. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons répondre question par question. Peut-être vous souhaiteriez commencer, M. Belkhiat, par rapport à la première question. Alors, en ce qui concerne la première question, elle est liée à l'entrepreneuriat. Ce que j'aimerais dire, c'est que la meilleure des méthodes pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat après avoir pris en considération ce que j'ai dit tout à l'heure en termes d'expérience, en termes de business model, en termes d'analyse de l'idée, en termes de financement, en termes de préparation du plan de trésorerie, c'est qu'autour des multinationales, il faudrait faire partie ou essayer de faire partie de ce qu'on appelle un écosystème. Et qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? C'est tout simplement que de plus en plus de multinationales veulent se concentrer sur leur métier de base. Et le métier de base des multinationales devient de plus en plus donc le marketing et dans certains cas la production. Et donc la stratégie pour un jeune entrepreneur serait de savoir comment il pourrait se greffer dans l'écosystème de la première multinationale. On va dire n'importe quoi, c'est un jeune qui se lance dans la production de sachets ou de packaging, il lui faut la première multinationale. Et donc c'est ce qu'on appelle passer par un processus de qualification. Et ce processus de qualification, il comporte des éléments de qualité, des éléments de capacité, des éléments qui permettent à la multinationale d'être rassurée par rapport au service que ce jeune entrepreneur va faire. Alors, je pense qu'une fois qu'on décroche le premier partenariat, ensuite, il y a un effet d'entraînement qui est juste extraordinaire et qui permet de décrocher le deuxième, le troisième, quatrième client. Le plus dur à cette phase, une fois qu'on décroche le premier, qu'on passe au deuxième, troisième, quatrième, c'est qu'il faut gérer la croissance. Et j'ai tendance à dire qu'un entrepreneur, surtout un jeune, est toujours en difficulté. Il est en difficulté au début parce qu'il doit décrocher son premier contrat, et ensuite il est en difficulté parce qu'il doit gérer sa croissance. Et la gestion de la croissance, c'est quelque chose qui est un bon problème à avoir. C'est qu'il y a des contrats qui tombent, et on doit avoir de l'argent, notamment du besoin en fonds de roulement, pour pouvoir développer son entreprise. Alors la bonne nouvelle, c'est que les multinationales sont celles qui payent le mieux au Maroc. Elles payent entre 30 et 60 jours parce que c'est des standards mondiaux basés sur ce qu'on appelle des PVPs business, PVPs voulant dire des principes et des valeurs. Et leur principe en tant que multinationale,
c'est de développer l'écosystème autour d'elles. Elles ne doivent pas asphyxier leurs petits fournisseurs. Alors que si vous prenez une entreprise marocaine locale, tu as 90 jours ou il à 180 jours au certain. Si vous prenez l'État, c'est encore plus grave. Donc, il faut parler vrai. L'un des avantages de travailler avec les multinationales et de faire partie de leur écosystème, c'est la possibilité de pouvoir avoir des délais de paiement qui soient réduits en 30 et 60 jours, basés sur des principes et des valeurs. Et là, je lance un appel à toutes les grandes entreprises marocaines, à tous les grands entrepreneurs. Payons notre écosystème plus rapidement. Parce que c'est en aidant les jeunes entreprises dans notre écosystème qu'on peut développer un tissu entrepreneurial où la difficulté numéro 1 de l'entrepreneur qui réussit, c'est de gérer la croissance de son entreprise parce que c'est compliqué pour lui de trouver les financements pour son besoin en fonds de roulement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Je voudrais juste dire aussi que, à titre personnel, je suis à votre disposition de l'ensemble des étudiants pour les rencontrer, pour leur faire visiter nos entreprises et pour leur répondre par rapport à toutes les questions. D'ailleurs, pour conclure sur la partie capital humain, même si la question ce que je voudrais dire, c'est que c'est bateau de dire le capital humain est très important pour le développement d'un groupe. C'est standard, Mais ce que je peux vous dire, c'est que le capital humain ne réussit que si sa relation avec son entreprise est basée sur une relation win-win. L'entrepreneur doit gagner, les actionnaires doivent gagner, l'entreprise doit gagner. L'entrepreneuriat socialiste n'existe pas. Si je ne gagne pas d'argent dans une entreprise, je la ferme. Je dois gagner de l'argent. Mais en contrepartie, le fait de gagner de l'argent m'oblige à ce qu'il y ait une redistribution de cette valeur ajoutée créée qui soit équitable. Et cette redistribution, c'est justement à ce que la relation entre le collaborateur et l'actionnaire soit une relation basée sur le gagnant-gagnant. Plus on va avancer dans le temps, et plus cette relation qui va être gagnant-gagnant doit être basée sur des skills où les aptitudes du collaborateur doivent être multifonctionnelles. Aujourd'hui, avec vous, en conférence, pendant que je suis en conférence avec vous, où j'ai mis en avant mes entreprises, où j'ai vendu à des étudiants mes entreprises, en espérant qu'il y en ait 2 ou 3 qui me rejoignent, j'ai en même temps closé un deal avec Atman Sherif Alami, j'ai envoyé des tweets, j'ai retweeté vos tweets, j'ai géré une invitation et j'ai géré une réunion que j'ai dans 30 minutes. Donc je considère que la multifonctionnalité est l'élément le plus important qui va arriver dans l'importance du capital humain au sein des entreprises et notamment au sein de l'entreprise marocaine. Voilà. Mais sinon, merci pour le compliment. Merci pour vos applaudissements. Et allez-y avec les selfies. Il sera aussi fabuleux que celui d'Obama. Donc, Monsieur Cherif Alami, vous avez 2 questions. Il est certain, et je vous remercie, et nos étudiants seront ravis, je pense, à la sortie, de découvrir le groupe d'Islog et de l'intégrer. Monsieur Cherif Alami, qu'est-ce que vous répondez aux 2 questions qui vous ont été posées? Oui, alors le tourisme islamique, ou le tourisme dit halal dans d'autres pays, est tout à fait présent chez nous. Une grande chaîne que vous connaissez certainement, les Riyad Mogador, a pris la décision tout de suite à sa constitution de ne pas servir d'alcool, entre autres dans leurs hôtels, si cela peut contribuer à un bon rendement. Malheureusement, ça n'a pas réellement contribué à un bon rendement et ça n'a pas encore attiré cette clientèle pour différentes raisons. D'abord, le positionnement de communication n'a pas été adapté. Ensuite, la connexion aérienne entre notre pays et les pays émetteurs de cette clientèle ne sont pas encore existants, n'existent pas. Les Dubaï, les Doha, les Abu Dhabi, Casablanca, excellent d'ailleurs,
c'est des connexions avec l'Asie, avec l'Inde, avec l'Australie, et effectivement aussi avec quand même certains pays de la région. Après, nous avons une offre touristique qui commence à répondre à cette demande. En effet, on a de plus en plus des résidences touristiques ou paratouristiques, dans tous les cas immobilières, qui offrent aujourd'hui une panoplie de villas, de duplex, d'appartements meublés. Et cette catégorie de clientèle aime venir en famille pendant 30 jours, 45 jours, 60 jours, surtout l'été, car nous représentons une véritable mixité pour leurs enfants, leurs dirigeants, les parents. En effet, on est à 1 heure de Marbella, on est à 3 heures de Londres, on est à 1h30 de Madrid, on est à 2h30 de Paris. Et donc pour eux, c'est beaucoup mieux que les 15 heures ou les 8 heures ou les 12 heures des pays de Moyen-Orient, par exemple. Donc c'est un marché qui est en croissance, c'est un marché qui est en émergence, pour ainsi dire, et c'est un marché qui est bien entendu le bienvenu au Maroc et qui apporte une belle valeur ajoutée. Par contre, de ces pays-là, il y a un certain marché que moi, je refuse de regarder et je méprise certains amis hôteliers qui en profitent. Après, comme pour les casinos d'ailleurs, je suis contre le tourisme de casino, hein, pour juste vous informer, même si ça fait très mal à mes confrères quand je dis ça, ils me disent « t'es pas in, t'es pas dans la modernité ». Tu restes franchement critiquable. Ben, je dis non. Les casinos marocains, à 90% avec des joueurs marocains, donc c'était pas ça le but. Le but, c'était de faire venir des étrangers. Après, concernant la vision 2020, alors j'en suis le co-signataire. J'ai eu l'honneur et le plaisir de présider la Confédération nationale du tourisme à l'époque, au nom du patronat marocain. Et pour l'anecdote, j'étais j'étais le dernier de la table. C'était très prestigieux. Yaka Simonse, vous connaissez ça. Et donc, devant Sa Majesté et de hautes invités à Marrakech, en novembre 2010, on signait la Vision 2020. Et pour l'anecdote, juste avant moi, il y avait Othman, mais Benjeloun. Et il a signé à ma place, Othman Chérif Alami, pour le groupement bancaire. Donc aujourd'hui, je suis président du groupement bancaire dans la Vision 2020. Et moi, j'ai signé à sa place. J'ai pris sa place. Et ouais, on est tous les deux, Othman. Et c'est prestigieux. Et c'est très bien. Mais j'ai signé la Vision 2020. C'est une vision qui a été construite avec certaines difficultés, il faut l'avouer, où le leadership du secteur privé était carrément remis en cause à chaque fois. Et à la CGM, au patronat, à la Confédération nationale du tourisme, il fallait à chaque fois qu'on se justifie comme véritable partenaire de cette vision et non pas concurrent ou leadership ou autorité suprême. Et ça a été une des difficultés. Après, regardez l'histoire. La Vision 2020, on aurait dû tout de suite, et déjà je l'ai proposé moi en 2015, la convertir en une vision 2030, car nous méritons une belle vision, et cette vision est belle. Mais l'approche qui avait été faite en 2006-2008, c'était une approche du plan Azur, mais un plan Azur trop diversifié. Et franchement, on a été pas à la hauteur de nos ambitions, parce que aménager 700 hectares, c'est pas construire 2 ou 3 hôtels, c'est 25 000 lits. C'est tout un écosystème à créer, tout un environnement, les centres d'épuration des eaux usées, la marina, le financement. Et on est tombé après les subprimes de 2006-2008 américaines qui ont explosé les financements des banques. Hein, si Monsef, on parlait tout à l'heure des banques, les crédits, etc. Je ne sais pas comment elles ont fait pour prêter 43 milliards de dirhams à la Samir. Comment ils ont fait pour prêter plus de 20 milliards de dirhams à Maghreb Steel. Mais ils en ont, eux, des graves décisions qu'ils ont prises. Et moi, PME aujourd'hui ou TPE aujourd'hui, pour avoir 2 millions de dirhams ou 10 millions de dirhams ou 20 millions de dirhams, tout juste s'il ne faut pas que j'appelle Bank of America, parce qu'ici, ils n'ont plus d'argent. Donc ça, c'est un problème aussi de gouvernance qui rejaillit sur le tourisme, puisqu'aujourd'hui, on dit que plus de 7 milliards de dirhams sont des crédits toxiques. Bon, en termes financiers, toxiques, ça veut dire qu'ils ne seront jamais remboursés. Et c'est les banques marocaines qui les détiennent. À 80%, c'est le plan Azur. À 20%, c'est d'autres
unités hôtelières mal planifiées. Et donc, on se retrouve devant un programme 2020, une belle ambition, mais station d'azur Saïdia, station d'azur Tamoudabé, Tanger, Titouane, Luxus à l'arrêt, Essaouira, un seul hôtel, Tarazout, un seul hôtel, le Hayat, d'ailleurs placé en hauteur, il n'est même pas en bord de mer. Et là, on nous annonce, encore plus au nord de Tarazout, une nouvelle aire foncière qui va être développée par la SMIT et l'État marocain pour que cette station, Tarazout et l'autre, ait une véritable taille critique. Mais au milieu, il y a une usine de dessalement d'eau. Juste à côté de là où il y avait les plus belles vagues de surf pour les jeunes qui y allaient depuis 20 ans. Donc tout ça, c'est pas très adéquat dans la planification de tout l'ensemble du pays. Après, on a raté peut-être effectivement ce rendez-vous, mais aujourd'hui, il y a une reprise en main et, si vous voulez, Sa Majesté garde parfaitement d'une lucidité la vision des grands projets du tourisme marocain. On ne parle plus de vision, maintenant on parle de projet pour ensuite effectivement rebondir sur une vision 20, 25, 20, 30 forte et renforcée par exemple, vous allez vous rendre compte, on a une station près de Nador, Marchika, une des plus belles lagunes de la Méditerranée. Peu de Marocains la connaissent. 27 kilomètres. Ils ont commencé par l'épuration des eaux usées de la ville de Nador. Ils ont commencé par redonner une belle couleur à toute cette lagune. Ils ont dragué, c'est pas terminé. Ouais, on va commencer à créer les 7 cités balnéaires qui vont vous donner 50 000 lits. Là, on peut parler de 30 millions de touristes. Vous voyez, Saïdia, qui continue, c'est quand même 700 hectares qui ont été aménagés, c'est énorme. Et puis c'était la société Fadesa espagnole qui en avait réussi l'appel d'offres et qui est tombée en complète faillite avec la crise espagnole qui à peine commence à s'en sortir. Donc on a eu vraiment pas de chance, la vérité, pas de chance. Mais la baraka est toujours avec nous. On va continuer, Monsieur on va Chelif réussir, Alami, Inch'Allah. moi ce que j'apprécie chez vous, et sans doute sous vos applaudissements bien sûr, ce qu'apprécie le public, c'est votre panache, votre verbe, votre sens des critiques qui est tout à fait juste et tout à fait constructif, puisque certains projets peuvent sans doute manquer d'une justesse dans la réalisation, dans la vision, mais ça la critique et l'histoire nous le dira. Monsieur Belkhiyat, vous souhaiteriez rebondir sur un point? Non, je voudrais juste dire qu'il faut appeler un chat un chat. La vision 2020 sur le tourisme a relativement échoué. Pourquoi elle a échoué? Tout simplement parce qu'on s'était fixé des objectifs très précis. D'ailleurs, j'étais membre du gouvernement lors de la signature de cette convention à Marrakech, où il avait beaucoup plu ce jour-là. Et je pense qu'on a pris du retard. Donc, il y a des facteurs exogènes, c'est vrai, pas de chance, etc. Mais soyons clairs, je pense qu'il y a eu même des erreurs sur la stratégie qui a été adoptée, et notamment la stratégie qui consiste à avoir initié le tourisme régional bien avant l'édification du projet de la régionalisation. Et aujourd'hui, moi, ma position en tant que politique, elle est simple, c'est que je considère il y a 1 milliard de voyageurs par an. 2015, 1 milliard 100 millions de voyageurs. Le tourisme représente 11% du PIB mondial. Au Maroc, il ne représente que 7% du PIB. Donc, on est sous-représenté, au sous-secteur est sous-représenté dans notre économie nationale, en dépit du fait qu'on dit bravo, on est un pays touristique. Donc, on a encore un potentiel énorme. 10 millions pour 1 milliard de touristes, c'est rien, c'est epsilon en termes de part de marché mondial. Et pourtant, on a des atouts géostratégiques qui sont juste exceptionnels. Alors, quand on me dit qu'à Marrakech, bravo, on est à 4 millions, moi je dis, je ne vois pas pourquoi on va aller développer 10 autres stations quand je sais qu'à Marrakech, à elle toute seule, elle a un potentiel toute seule de 10 millions. Et donc, il y a lieu de véritablement réfléchir. Prenons l'exemple de Casablanca. Voilà. Si
les autorités de la ville, les élus de la ville et le secteur privé mettent la main dans le cadre d'un partenariat PPP, public-privé, pour faire sortir un palais des congrès dans Casablanca de 5000 places et positionner Casablanca qui a des atouts exceptionnels en termes de shopping aujourd'hui, en termes de balnéaire aujourd'hui, comme une destination MICE, c'est-à-dire de tourisme d'incentive et de congrès, on peut de manière automatique pousser le secteur privé à monter 25 hôtels. Parce que si on a un palais des congrès de 5000 places et qu'il y a les congressistes qui viennent, il faut bien qu'ils logent quelque part. Et par conséquent, il suffit juste de faire aboutir un projet qui existe dans les cartons depuis maintenant 5-6 ans, depuis la nouvelle vision 2010 et ensuite 2020, et 25 ans depuis qu'on en entend parler d'un palais des congrès à Casablanca. Maintenant, le secteur privé, il ne va jamais sortir un palais des congrès tout seul en tant qu'initiative privée. Jamais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'expérience de Marrakech prouve que ce n'est pas rentable. Et c'est là où le rôle de l'État doit se faire pour pouvoir créer ce PPP permettant aux 25 opérateurs privés de créer un hôtel chacun et de créer 5000, 6000 chambres. Une initiative pareille, c'est 150 000 emplois créés. Un palais des congrès qui sort. Pourquoi il ne sort pas ? Un élu de la ville, vice-président de la ville ou de la région, je ne sais pas encore. On avait présenté un projet à 3 reprises, on en a même présenté un devant Sa Majesté. À chaque fois, il y a un lobbying pour que l'Office des foires garde son leadership. Un deuxième lobbying pour celui qui est en train de construire un hôtel avec une salle de 1200 places, disent ma salle de 1200 places, c'est pas un centre de conférence, c'est un palais des congrès, c'est extraordinaire. Et les élus, ils voient qu'il n'y a pas de notre part, et mea culpa, des professionnels, des voix critiques, responsables et expertes qui s'élèvent, ils laissent passer le temps. Mais le palais des congrès, il le faut avec une aire d'exposition. Et il y a des étudiants qui l'ont proposé dans les grandes écoles d'architecture de Rabat. Le espace taureau, sur 3 étages, un en dessous et 2 au-dessus, en position écologique, green, c'est un palais d'exposition de premier ordre. L'espace taureau, c'est en face du phare. Et là où il y a la caserne à côté du phare, on les relogera juste à côté, et non pas à 45 km de Casa. On fait le plus beau palais des congrès, digne du palais des congrès et du théâtre de Sydney. Et là, il faut nous donner juste le terrain, 1 dirham symbolique le mètre carré. Mais si les élus commencent à monter à 35 000 dirhams, 45 000 dirhams, et on n'est pas dans cet esprit partenariat public-privé, le business plan, il est échoué, et les financiers ne vont pas leur donner du crédit. Donc, il y a une volonté de la ville, il y a une volonté du privé, et il faut trouver un contrat, il faut trouver un partenariat, mais franchement, Simon Sef, alors je vous réunis 2500 professionnels, on dit de la marche, la ville, ou la région, on le palais des congrès, les salaires, on n'en est pas encore là, Mais on vous recevra avec plaisir. On vous recevra avec plaisir. Bla la marche. Je vois que nos chers panélistes saisissent les opportunités en plein vol et n'hésitent pas. Et probablement que les idées vont cheminer après la conférence, j'en suis certaine. Bon, 1 dirham, apparemment, si on fait sauter l'obstacle de 1 dirham le mètre carré, ça va aller beaucoup mieux. Monsieur, madame, très bien. On va commencer par monsieur, s'il vous plaît. On prend un dernier round de questions. On prend toutes les questions. On prend toutes les questions. Allez, open question. Bonsoir. Bonsoir, c'est Moussef, chef Lalemi, bonsoir. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de croissance. Est-ce que dans les entreprises marocaines, à chaque fois qu'une entreprise grossit, il y a un problème de déchets, il n'y a plus d'efficacité.
Deuxième question qui est simple, c'est quoi la culture d'entreprise au Maroc? C'est une question posée à tout le monde. Aux États-Unis, on parle du rêve. Sky is the limit. Au Maroc, qu'est-ce qu'on peut dire? Troisième, et une petite remarque, on parle du shopping au Maroc, Infaplace, Morocco Mall, mais la circulation, c'est un calvaire à Casablanca. Comment on va faire ce shopping-là? Comment on va faire avec les touristes pour faire Sidi Marouf, Morocco Mall, il te faut 1h30. Il n'y a pas même pas un aire de stationnement digne de ce nom. Merci. Triple question. Vous utilisez du Head & Shoulders, qui est aussi un produit de Procter & Gamble. C'est très bien. Madame, un peu d'humour en cette fin de soirée. Madame. C'est un produit très rafraîchissant. Menthol. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc je tiens à remercier déjà TVS d'avoir organisé cette conférence. Donc je tiens à remercier effectivement les personnes, les propos intéressants et très enrichissants de toutes les personnes qui sont présentes. Alors ma première question, c'est par rapport à l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique et du business, c'est généralement on parle de la grande entreprise et on parle de la multinationale. Moi j'aimerais bien savoir qu'en est-il de la TPE et qu'en est-il de la PME, sachant que la PME aujourd'hui c'est 90% du tissu économique et généralement on n'en parle pas trop, c'est généralement les grandes entreprises et les multinationales. Deuxième point, c'est par rapport à la stratégie. Donc il y a M. Belkhiyat qui avait évoqué que toute stratégie gagnante, elle doit passer par la multinationale. Et là, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière, puisque tout simplement, donc nous, excusez-moi, je ne me suis pas présentée, Rachida Montassef, donc je travaille en tant que senior manager au sein du cabinet Olbi Group, qui est un cabinet de formation et d'études de marché. Et dans le cadre de notre expérience dans les études de marché, on a vu que les multinationales, elles ont rétréci leur budget en termes d'études de marché. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque de dépendre de la multinationale, sachant qu'on peut développer tout le secteur, un partenariat avec la PME et peut-être la sensibiliser par rapport à nos services? Moi, je parle de nos secteurs qui sont la formation et l'étude de marché. Et troisième question, si vous le permettez, vous, en tant qu'expert, avec votre longue expérience, quels sont les ingrédients aujourd'hui d'une stratégie réussie? Peut-être, on sait très bien que la stratégie, elle dépend forcément du secteur et d'un diagnostic préalable qui est fait, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès qui peuvent aider toute entreprise jeune? Je parle notamment de la TPE, de la TPME ou la TPE ou la petite et moyenne entreprise pour pouvoir l'aider. Donc on commence avec des capitaux qui sont faibles, avec des ressources qui sont faibles. Donc quels sont vos conseils aujourd'hui? Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. En tant que cabinet d'études aussi, je vous invite, parce que notre pays manque cruellement, et ça c'est la prof de marketing qui parle, d'études publiées, d'études de tendance, d'études sur les organisations, d'études sur l'évolution. On en trouve beaucoup pour nos étudiants avec des cas français et américains, on n'en trouve pas assez. C'est vrai que le rôle des cabinets d'études, c'est aussi de partager autant que possible les études avec le plus grand nombre pour en profiter. Beaucoup de mains. Ici au milieu, enfin derrière plutôt, et on passe derrière. Monsieur, oui. Vous notez les questions parce qu'on en prendra 7-8 d'un coup. Bonsoir, Mehdi Alaoui, jeune entrepreneur. Je vous remercie pour la qualité d'organisation, mais aussi à la qualité d'intervention de nos invités. Ma question rejoint celle de la demoiselle. On remarque une présence beaucoup plus grande des multinationales au niveau africain, notamment au niveau financier et BTP, infrastructure, etc. Qu'en est-il pour les PME et y a-t-il pas une stratégie marocaine pour développer justement ces PME, TPE au niveau africain? Merci. On vous remercie. Effectivement, c'est une question qui rejoint celle qui a été précédemment posée. Monsieur, à côté de vous. Et puis, les 4 personnes ici. Et on boucle le tour. Oui, salam alaikum. Je suis Mohamed Ouchan, chargé d'études chez une multinationale, CSP Maroc. Et je m'adresse avec une question à M. Belkhiyat. C'est que je reviens rapidement à des mots sur déjà, ce que vous avez dit, c'est que vous avez parlé d'un mind anglo-saxon et déjà du contexte win-win. Ma question, c'est que est-ce que vous recommandez une organisation libérée où on ne trouve pas des systèmes de contrôle, mais déjà le contact entre, si je peux dire, l'entrepreneur et les opérateurs des contrats de service.
Et une deuxième question, c'est que est-ce que vous privilégiez d'avoir avec des multinationales des alliances collectives ou additives? C'est que de s'intégrer au sein de ces multinationales, d'avoir un pouvoir, si je peux dire, de créer quelque chose qui va leur mener à une direction déjà dans le bon sens entre vous et eux, ou de rester dans une plus casée et chercher des objectifs qui sont un peu particuliers. Merci. Merci pour votre question, très pertinente. Messieurs. Salam alaikum. Mohamed Ibrahim, formateur de communication, méthodologie de travail à l'école des mines à Marrakech. Ma question, je m'adresse à M. Cherif Al-Alami. C'est une question concernant le tourisme culturel. Comment inclure la notion de capital immatériel dans les stratégies de tourisme au Maroc? Merci. Merci à vous, derrière vous et aussi devant. Bonsoir, Nabil Nached, je suis consultant en stratégie de communication. Donc ma question c'est à Monsef Belkhayat et aussi le PDG de Atlas Voyage. C'est par rapport à les qualités d'un entrepreneur au Maroc. Quelles sont les qualités psychologiques d'un entrepreneur qui réussit au Maroc? Et si vous pourriez en citer essentiellement 3 ou 4 pour résumer. Et quelles sont les clés, par exemple, les compétences clés pour un entrepreneur qui pourrait réussir au Maroc aujourd'hui et dans les 10 années à venir? Je vous pose une question pour j'ai une passion. J'écris chaque semaine un article pour déchiffrer un peu les codes de la réussite au Maroc. Comment réussir au Maroc, qu'est-ce qu'ils font que les managers ou les entrepreneurs qui réussissent au Maroc, pour pouvoir, parce qu'il y a très peu d'articles, de littérature sur ça au Maroc. Et j'essaie d'interviewer des gens qui ont réussi, qui ont fait leurs preuves, pour comprendre, déchiffrer ça et retransmettre ça au grand public qui cherche sur Internet des modèles et des réponses. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Très intéressant, leadership à la marocaine. Monsieur. Bonsoir tout le monde, merci pour votre conférence. Hassan Koula, je suis la promo 9 de Executive MBA de TBS. Donc ma question, premièrement, vous avez parlé plusieurs fois sur le chômage, sur la menace que va faire le chômage pour le Maroc. C'est le grand risque pour la décennie à venir. Alors qu'on voit autour du panel que des services, alors qu'on sait bien que le service n'est pas créateur d'emplois. Alors donc, comment encourager le développement de l'industrie au Maroc, alors qu'on voit aujourd'hui que tout le monde, ou bien c'est dans l'immobilier, ou bien c'est dans le service, et comment des gens comme vous qui ont réussi dans le service, qui ont aujourd'hui un capital, comment ils peuvent drainer de l'investissement pour créer de nouvelles opportunités dans l'industrie et sauver le Maroc pour la prochaine décennie. Merci. Merci à vous. À côté. Alors, je me présente, Ahmed Brzgaoui, directeur commercial au secteur télécommunications, lauréat exécutif MBA de TBS. Ma question, elle est à double volet. Donc, sur la partie stratégie par rapport à la distribution, vous avez ciblé la partie multinationale, sachant qu'au Maroc, il y a plus que tissu marocain basé sur TPE, PME. Comment encourager cette partie-là qui peut être vraiment un vrai fer de lance de l'activité économique au Maroc? Sur la partie, je dirais, secteur touristique, on a vu un peu les projets pharaoniques et ciblé un peu, bien évidemment, le touriste extérieur. Et est-ce qu'il y a également un manque par rapport au tourisme local? Comment, je dirais pas stopper un peu les personnes qui ont les moyens à aller vers l'Espagne qui est juste à côté? Comment, je dirais, intéresser ces personnes-là avec des produits qui peuvent être adaptés à ces personnes? Et je pense qu'il y a également un potentiel à faire. Voilà. Merci beaucoup. Les 2 dernières questions ici, dans cette rangée. Bonsoir, Atchman Mansouri, étudiant deuxième année cycle master management qualité, sécurité, environnement. Donc ma première question sera une question un peu technique pour Monsieur Naji. Quand vous avez parlé de la satisfaction client, est-ce que votre groupe dispose d'un système de management orienté vers la satisfaction client
avec une organisation interne qui est capable de s'adapter aux changements extérieurs. Deuxième question sera une question politique pour Khouya Monsef. Je suis socialiste, donc pour bien savoir que les socialistes essaient de s'adapter au changement économique. Nous aussi, on s'intéresse à l'économie de marché et le développement des concepts économiques. Et merci. Merci pour votre fraîcheur. Peut-être vous êtes en transhumance là. Pas encore. Ou pas encore, mais vous êtes très frais pour l'être. Alors, mon nom c'est Parfait Bongué, je suis étudiant à Toulouse Business School, également consultant freelance en stratégie d'entreprise et business développement. Alors, ma question va s'adresser aux politiques, à l'expert de capital humain. Ce que je voulais savoir, c'est que d'entrée de jeu, on a bien signifié l'importance du renforcement de la relation Sud-Sud, et qui est très important pour le développement des entreprises africaines. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'on a bien souligné également que d'importantes entreprises, surtout des grandes entreprises marocaines, sont installées dans les pays subsahariens. Ce que je voulais savoir justement, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a un accompagnement d'un point de vue du développement du capital humain qui fait que les étudiants, par exemple, nous qui avons étudié ici au Maroc, seront capables de pouvoir apporter cette expertise toujours dans ce canal de renforcement de la relation Sud-Sud. Comment est-ce qu'une stratégie gagnante est mise en place pour qu'effectivement ces ressources qui ont été formées au Maroc puissent être utilisées dans des entreprises déjà installées dans les pays subsahariens, ou est-ce que des ressources comme nous, qui sont subsahariens, mais qui avons étudié au Maroc, pourrions créer des entreprises ici au Maroc et promouvoir ces entreprises dans nos territoires que nous connaissons mieux, je le dis entre guillemets, que nous connaissons mieux. Est-ce qu'il y a un accompagnement politique? Est-ce qu'il y a une stratégie assez efficace qui est prévue dans ce sens? Je vous remercie. Très très bonne question. Comment intégrer les subsahariens aussi au Maroc? Bien évidemment, une question fondamentale, centrale sur le plan politique, économique et social. Il ne reste plus de questions. Il y a une dame. Oui. Un micro pour madame, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Moumla Sedawi. Je suis doctorante en sciences de gestion et ma question, elle rejoint un peu la question posée par monsieur et madame sur les facteurs de succès pour les entrepreneurs. Ma question est pour monsieur Monsef Belkhiyat. Parlez-nous un peu de vos échecs en termes d'entrepreneuriat et surtout les leçons tirées de ces échecs. Merci. Et cette dernière question donc marquera ce tournant anglo-saxon américain, parce qu'on n'entend pas beaucoup les gens parler de leur échec, donc c'est parfait pour nous, comme ça on les évitera. Une panoplie de questions, allez-y.